Donc je suis à la base diplômé d'aéronautique, et il se trouve que par un hasard de circonstances, je me suis retrouvé à faire autre chose, c'est-à-dire une des activités transverses que vous pourrez peut-être exercer. Vous vous rendrez compte qu'être ingénieur aujourd'hui, c'est avant tout avoir des compétences. Ces compétences, si vous les avez, vous êtes capable de les exercer à peu près dans tous les secteurs. Donc j'ai fait 8-9 ans dans l'industrie, et non pas dans l'industrie aéronautique, mais dans l'industrie automobile, donc chez un grand constructeur français. Et j'ai commencé notamment dans une société de conseil, ce qui m'a permis d'ailleurs de pouvoir commencer assez rapidement sur des projets très intéressants, ce qui n'aurait pas été forcément possible en rentrant directement en interne. Oui, pour rajouter, on va dire que dans le monde du travail, le mot-clé c'est polyvalence à l'heure actuelle. Polyvalence parce que quand vous finirez votre école, vous commencerez un job, le job de vos rêves, sur un métier. Et 2-3 ans après, vous changerez de métier. Parce que malheureusement, ou heureusement pour certains, on est une génération, j'en fais partie, il y a un an j'étais encore étudiant comme vous, où on est amené à changer peut-être plus régulièrement de travail, de fonction, d'évoluer au fil de votre carrière. Et vous ne ferez pas forcément toute votre carrière sur le même métier. Vous commencerez par du système, puis ensuite peut-être faire plus du support, pourquoi pas de l'électronique, pourquoi pas du logiciel. Et même si là, à l'heure actuelle, à l'instant T, vous vous dites, les mathématiques, je reprends l'exemple, les mathématiques, je ne vois pas en quoi, je n'arrive pas à me projeter, à quoi ça va me servir plus tard. Dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, ce sera un prérequis qui sera vraiment obligatoire. Et s'il y a un conseil, et je laisserai la parole après à Hugo, à vous donner, c'est à l'école, apprenez mieux que vous pouvez, le plus possible, même si ça ne vous semble pas forcément pertinent. J'étais à votre place il y a quelques années, et pareil, je me disais, mais pourquoi je fais ça? Alors qu'en fait, maintenant, des bases en finance que j'ai fait à l'école, ou des bases en ressources humaines que je ne voulais pas forcément faire à l'école, maintenant ça m'est important. Et pareil pour le technique. Un ingénieur aujourd'hui, en entreprise, c'est pas quelqu'un qui fait des sciences pour faire des sciences. C'est quelqu'un qui est intégré en mode projet, qui est amené à encadrer très rapidement des stagiaires, des techniciens et même d'autres ingénieurs après quelques années d'expérience. Donc il faut avoir ces concepts de base, par exemple de management, pour réussir à bien sa mission et bien s'intégrer aussi dans les équipes. C'est vrai que la rigueur c'est un mot large, enfin, on peut l'associer à plein de parties, enfin, la ponctualité, les fautes d'orthographe notamment. Voilà, c'est toutes ces petites choses en fait. Pour moi, rigueur égale professionnalisme, c'est-à-dire faire les choses du mieux qu'on peut et comme elles sont attendues. Voilà, laissez pas place aux détails, puisque malheureusement on s'attarde beaucoup sur les livrables, à la qualité du travail et aux détails qui peuvent trahir, même si on s'est impliqué à fond sur un projet, toutes ces petites choses, des fautes d'orthographe, des détails techniques oubliés. Donc voilà, faites vraiment les choses du mieux que vous pouvez. N'hésitez pas aussi, la rigueur, c'est pas forcément aussi faire les choses tout seul, c'est-à-dire, faut pas hésiter à aller voir ses responsables, à poser des questions, voilà, pour que le travail soit le plus rigoureux possible. Parce que forcément, en tant qu'humain, on fait des erreurs. Donc voilà, c'est de s'ouvrir à toutes les personnes avec lesquelles vous travaillez pour réaliser un travail le plus complet possible. Les fautes d'orthographe, malheureusement, en fait, c'est très concret comme ressenti. Même si le fond est parfait, les fautes d'orthographe, ça trahit vraiment un manque de professionnalisme incroyable. En fait, le mail peut être parfait, super bien écrit. S'il y a une faute d'orthographe, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais c'est humain et je pense que c'est peut-être aussi français, je ne sais pas. Mais on s'attarde dessus et on a une très mauvaise image de la personne qui a fait la faute d'orthographe. Je ne sais pas vraiment l'expliquer, mais c'est plus important qu'on ne le croit. C'est vrai, comme disait Hugo, ça part dès le moment où vous envoyez un CV. On part sur des cas concrets, on reçoit, nous, des candidatures pour des offres en spontané, et rien que le fait de voir une faute, une coquille, ça arrive. Mais quand on voit des fautes d'orthographe, de grammaire, à répétition, sur les CV, les lettres de motivation, comme a dit Hugo, même si le CV, c'est une très bonne école, même si la personne a fait une super école, des bons stages, elle passera après une autre personne qui a peut-être des stages un peu moins intéressants, mais qui au moins sait parler, sait écrire, et montre de la rigueur, on revient à ce mot, rigueur, dans ce qu'il fait. Et ça se retranscrit à l'écrit, mais aussi à l'oral. En entretien, en entreprise, la rigueur, elle se vit aussi.
la politesse, la ponctualité. C'est chercher l'excellence sans pour autant, comme l'a dit Hugo, vous ne pouvez pas être parfait non plus, vous faites une erreur, n'hésitez pas à aller demander. Et nous, on a le souci qu'on rencontre avec certains de nos collaborateurs, c'est que ils veulent être excellents. C'est très bien, c'est ce qu'on veut. Mais il faut aussi savoir parfois, j'ai peut-être fait une erreur, je vais aller voir mon collègue, mon supérieur, lui dire, oui, j'ai peut-être fait une erreur, aide-moi. Être à l'écoute, recevoir les critiques, c'est vraiment une qualité qui est en mettre en relation avec la rigueur, qui est vraiment hyper importante dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde du travail. Aujourd'hui, vous êtes sur une entreprise qui compte sur vous pour finalement être capable de vous approprier à peu près tout, allez, je ne vais pas dire tous les sujets, mais presque. Il y a beaucoup d'entités dans les entreprises qui justement font du pilotage, c'est-à-dire la conduite de projet, etc. Et même un ingénieur, entre guillemets, débutant peut se retrouver à être obligé d'être à la confluence comme ça entre d'un côté les services qui vont faire des calculs de structure, des services qui font finalement de la qualité. C'est pareil, on pourrait en reparler, mais la qualité, c'est pas seulement un mot banal. C'est-à-dire que dans l'entreprise aujourd'hui, on fait très attention à ce que tous les processus soient satisfaisants en termes de qualité. Vous avez des unités de conception, enfin, on pourrait en parler pendant des heures, mais tous ces comportements qui feront d'où finalement à la fois un ingénieur responsable, un ingénieur capable d'aborder un problème sereinement, capable d'aller voir les autres, capable finalement aussi de pouvoir dire parfois, finalement sur ce sujet-là, soit j'ai pas assez de données, soit je suis pas capable, soit on n'est pas à un niveau de maturité suffisant, d'aller porter les problèmes au niveau de la hiérarchie, on attendra ça de vous. Et ça effectivement c'est le comportement, c'est pas la technicité. Vous pouvez être un très bon technicien si vous travaillez tout seul dans votre coin, finalement petit à petit on va vous faire comprendre que ça va pas être possible. Pourquoi ça va pas être possible? Parce que déjà votre poste technique, vous avez de fortes chances qu'on vous incite à en changer. Parce que justement, aujourd'hui, les entreprises n'aiment pas trop qu'un ingénieur reste 10 ans à la même place. Donc la plupart du temps, on va essayer soit de vous faire changer de secteur pour que vous voyez un petit peu plus de choses, soit de vous faire monter ce qu'on appelle en compétences. C'est-à-dire au-delà justement des capacités techniques, la maîtrise technique que vous avez pu démontrer, on va aller vous faire finalement évoluer vers des postes de type management. Donc des chefs de projet, ça peut être un chef de projet, ça peut être aussi du management à petite échelle. Donc en tant que permanent, vous allez peut-être gérer justement des intervenants extérieurs. Donc vous aurez à les former, vous aurez à communiquer avec eux, vous serez finalement garant de leur efficacité. Enfin, toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui, effectivement, vous n'êtes pas juste des super techniciens. Mais attention, j'insiste dessus, avant d'être un bon manager, entre guillemets un ingénieur finalement avec des capacités de communication, etc., il faut être aussi un ingénieur. Et l'ingénieur, il doit être capable de résoudre les problèmes. Et pour résoudre les problèmes, il doit être capable de savoir de quoi on lui parle, de savoir comment les résoudre. Et ça inclut justement tous ces savoirs fondamentaux que vous allez apprendre ici et que vous allez devoir maintenir. On a des candidats, des collaborateurs qui, par exemple, sont fans de développement logiciel, qui participent à tout ce qui est coding games, par exemple. Ces éléments-là, pour un recruteur, ça fait tilt. Pareil, c'est d'activité. Si vous êtes fan d'aéronautique, de spatial, si vous nous dites avec des étoiles dans les yeux, ouais, moi mon rêve, j'ai commencé à faire un avion dans mon garage, ou je fais du modélisme, ou... tous ces éléments-là sont primordiaux. Parler français, c'est important. Tous ces éléments sont hyper importants. Tous vos loisirs, vos associations, allez-y à fond. Vous avez un projet, allez-y, essayez-le, tentez-le. Parce que sur un CV, vous sortirez, vous aurez tous un diplôme d'une bonne école d'ingénieur. Vous aurez des stages qui vont jouer. Et aussi des à côté. Et tous ces à côté, c'est extrêmement important. C'est ça qui vous permettra d'attiser votre curiosité, de développer votre culture, que ce soit technique ou en économie, en langue, tous ces éléments-là. Ces à côté qui gravitent autour du coup de vos compétences techniques, c'est à l'heure actuelle un élément déterminant dans votre carrière et dans ce qui va influencer les recruteurs. Pour fermer sur cette partie, il faut un peu aussi démystifier le monde de l'entreprise. Je pense qu'on a une vision quand on est en école. L'entreprise, c'est très droit, très carré, etc. Mais ce qu'ils font une entreprise, c'est forcément ses produits, ses services techniques. Mais c'est aussi avant tout en fait des hommes et des femmes qui sont dans l'entreprise.
et qui vous manage, qui vous donne des activités, etc. Donc voilà, il faut savoir vivre avec eux et cette partie-là est essentielle. Et je pense qu'on n'en a pas conscience quand on est en école. Mais voilà, l'entreprise aussi, c'est de l'ambiance, c'est des attentions qu'on a vis-à-vis de ces hiérarchiques, etc. Voilà, c'est vraiment un tout et il faut pas hésiter à jouer là-dessus. Voilà, pour monter en compétences, pour avoir des opportunités. Voilà, pour qu'un manager il pense à vous s'il y a un poste qui se libère parce qu'il a un bon relationnel avec vous. Voilà, moi par exemple j'ai un ami qui est très très bon techniquement, mais en entreprise en fait il se ferme complètement, c'est-à-dire qu'il fait très bien son travail, mais il s'intéresse pas aux autres, il communique pas avec le reste de l'équipe. Et cette personne-là, du coup, a loupé une opportunité juste pour ça, quoi. Si le CV nous paraît cohérent, on évalue son profil, on voit ce qu'il recherche comme type de poste. Donc l'entretien aussi, c'est très important. Ce qui joue beaucoup dans l'entretien, c'est la communication. La communication et surtout la non-verbale. Voilà, je ne sais pas si vous savez, mais quand on exprime quelque chose à quelqu'un, il y a 80% des signaux que l'autre perçoit, c'est pas lié aux mots que vous employez, c'est lié à votre posture, à votre ton, à votre énergie, à votre envie. Donc voilà, cette partie-là sur l'entretien est très importante. C'est important, forcément. Après, vous avez 3 stages dans votre cursus. Sur ces 3 stages, le plus important, c'est le dernier, le stage de fin d'études. C'est ce qui va décider un peu votre entrée dans le monde du travail, et c'est ce que va regarder nos clients en priorité, parce que c'est récent, et parce que souvent ça axe ce qu'on veut faire plus tard. Après, un stage, ça sert aussi à essayer, tenter, découvrir quelque chose. Sur ces 3 stages que vous avez, le premier stage et le second stage, oui, forcément, essayez de l'axer sur ce que vous souhaitez faire plus tard. Mais c'est aussi l'occasion pour vous de tenter quelque chose, d'essayer de découvrir un nouveau métier, un nouveau secteur. Il n'y a pas de mauvais stage. Il y a juste une bonne manière de le présenter et de le défendre face à un recruteur, face à un client. Les prochains recruteurs vont vraiment se concentrer sur ce que vous avez fait et un peu moins sur ce que vous avez envie de faire. Je m'explique, moi je préfère que vous mettez vraiment énormément d'efforts à trouver un stage qui vous correspond de par l'activité pour ensuite avoir des facilités incroyables à trouver un travail par la suite qui correspond à cette activité-là et ce que vous souhaitez faire. Vaut mieux ça que prendre un stage. Enfin, moi j'ai eu l'expérience aussi, hein, c'est de prendre un stage de premier venu dans un labo parce que c'était facile alors que ça ne correspondait pas à ce que je voulais faire. Non, faut vraiment mettre énormément d'efforts sur la recherche de stage plutôt que de se dire je fais un stage et après j'aurai mon diplôme et je trouverai du travail alors que mon stage par exemple il était en calcul et moi je veux faire de la conception par exemple mécanique. Voilà, c'est vraiment essentiel surtout pour les jeunes diplômés. Travailler à la fin, c'est pas seulement alimentaire, hein, c'est aussi avoir un épanouissement intellectuel, être capable de, à la fois en se donnant à fond pour l'entreprise, d'avoir un équilibre de vie qui vous permette finalement d'être heureux. Et voyez l'école ELISA comme quelque chose qui vous montre ce qui existe, qui vous offre plein de possibilités et tracez votre route et faites-en un maximum. Allez chercher des projets même s'ils ne vous sont pas imposés, des stages même s'ils ne sont pas imposés. Enfin voilà. ELISA va vous prendre par la main, va vous montrer un peu ce qui existe, mais faut pas hésiter à être proactif, à être autonome, à être curieux et à vraiment réaliser ce qui vous plaît et ce vers quoi vous voulez tendre.